Les narcissiques sont des prédateurs d'énergie. Ils ne te frapperont pas essentiellement, mais ils déchireront ton esprit. Ils ne t'enferment pas entre quatre murs, mais ils t'emprisonnent dans un labyrinthe de culpabilité, de confusion et d'autotromperie. Ils sont les architectes du mensonge, les designers de l'épuisement émotionnel. Et le pire de tout, si tu ne sais pas comment jouer leur jeu, tu deviens leur marionnette sans même t'en rendre compte. Mais voici l'astuce. Tu n'as pas besoin de te battre avec eux, tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'une guerre ouverte parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. La véritable torture pour un narcissique n'est pas l'affrontement, mais l'indifférence calculée. C'est leur montrer sans un seul mot qu'ils ont perdu le pouvoir sur toi. Et ce n'est pas seulement s'éloigner. Non, c'est leur arracher la nourriture émotionnelle dont ils dépendent, c'est leur enlever le contrôle sans qu'ils puissent faire quoi que ce soit à ce sujet. Imagine un feu sans oxygène. Peu importe à quel point il a été intense, si tu lui retires ce qui le maintient allumé, il s'éteint. C'est ainsi que tu détruis un narcissique, pas avec la colère, sans explication, mais avec une stratégie froide, consciente et dévastatrice. Si tu as déjà senti que quelqu'un t'a réduit, a joué avec ton esprit, a tordu la réalité jusqu'à te faire douter de qui tu es, c'est ton occasion de changer les règles. Aujourd'hui, tu apprendras comment démonter un narcissique sans effort, comment le désarmer sans lever le petit doigt, et le plus important, comment devenir intouchable pour eux. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile, ils sentiront le changement, ils le remarqueront, et quand ils se rendront compte qu'ils ne contrôlent plus le récit, ils entreront en crise. Mais c'est là que réside la victoire, quand leur monde s'effondre et que tu es enfin libre. 1. Rends-leur leur poison sans en avaler une seule goutte. Le narcissique est un alchimiste du chaos. Il n'a pas besoin de te toucher, ni de te crier dessus pour déchirer ton esprit, car son véritable pouvoir réside dans quelque chose de beaucoup plus subtil et corrosif, la manipulation de ta perception. Il joue avec tes émotions déformées, tes souvenirs, te fait remettre en question chacune de tes décisions jusqu'à ce que, sans t'en rendre compte, tu ne saches plus si le problème vient de toi ou si tu es réellement pris au piège dans un labyrinthe dont tu ne sortiras jamais. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège, car ils essaient de raisonner avec quelqu'un qui ne voit les relations que comme un jeu de contrôle. Mais là réside sa plus grande faiblesse. Si son jeu dépend de la manipulation de ton esprit, de te faire réagir, alors la seule chose que tu as à faire pour les détruire est de ne rien leur donner de ce qu'ils cherchent. Il ne s'agit pas de discuter avec eux, ni d'essayer de leur faire voir leur erreur, car ils ne le feront jamais. Il ne s'agit pas de leur crier dessus, de les frapper avec leur propre énergie, car cela ne fait que les nourrir. Il ne s'agit pas d'essayer de les sauver, car le narcissique ne veut pas être sauvé, il veut être le maître du récit. Donc, la seule façon de leur rendre leur poison est de les faire ressentir l'impuissance de parler à un mur. Le pouvoir du narcissique meurt au moment où il cesse de trouver des réponses en toi. Peu importe s'il cherche à se battre, à se victimiser ou à t'envelopper dans l'un de ces petits théâtres de culpabilité et de rédemption. Tout son arsenal devient inutile lorsque son poison se heurte à un vide impénétrable. Et cela ne signifie pas simplement les ignorer, cela signifie apprendre à désarmer leur influence sans qu'ils ne se rendent compte de ce que tu fais. Quand ils te provoquent, quand ils essaient de t'envelopper dans leurs mensonges et de te faire subir leur gaslighting, ne réponds pas avec logique ni avec colère. Réponds avec un calme qui les fait douter de leur propre pouvoir. Fais-leur comprendre que leurs paroles n'ont aucun effet sur toi avec des phrases si plates et dépourvues d'émotion qu'elles leur sont insupportables. Si tu le dis, c'est ton opinion. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des armes conçues pour couper à la racine leur influence, car tu ne leur donnes aucun point d'appui pour continuer à te manipuler. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de ce que tu projettes. Ton langage corporel doit parler plus fort que n'importe quel argument, car le narcissique est un expert pour détecter les fissures dans ton armure. Ne détourne pas le regard, ne montre pas d'inconfort, n'essaie pas de le convaincre de quoi que ce soit.
S'il veut se faire sentir coupable, laisse ses paroles se perdre dans l'air comme si c'était un bruit de fond. S'il veut se mettre en colère, laisse sa colère se heurter à un visage inexpressif qui ne lui donne pas une once de satisfaction. Le silence est le poignard le plus aiguisé que tu peux planter dans l'ego d'un narcissique, car il les confronte à leur plus grande peur, l'insignifiance. Il se voit comme le centre de l'univers. Chaque mot qu'il prononce devrait avoir un impact. Chaque geste devrait générer une réaction. Mais quand il cesse d'avoir du pouvoir sur toi, c'est comme si tu les réduisais à rien. Et cela les consume plus que toute vengeance. Mais il ne suffit pas de résister. Tu dois comprendre que le narcissique ne se retire pas sans combattre. Quand il remarque que ces tactiques ne fonctionnent plus, il essaiera de nouvelles façons de te piéger, il cherchera une dernière carte, un nouvel angle pour te faire réagir. Et c'est là que tu dois rester plus ferme que jamais. Car si tu tombes, même un peu, dans son jeu, tu lui auras rendu son pouvoir, et tout le travail que tu as fait pour te libérer sera vain. Tu dois penser à cela comme à un échiquier psychologique, où le meilleur coup n'est pas d'attaquer, mais de faire en sorte que l'autre n'ait plus d'option. Si le narcissique dépend de ta réaction, alors ne lui en donner aucune signifie le laisser paralysé, sans stratégie, sans contrôle, sans le carburant dont il a besoin pour continuer à intoxiquer ta vie. Quand un narcissique n'a plus d'effet sur toi, il n'a d'autre choix que de chercher une autre source de nourriture émotionnelle. Et quand cela arrive, son pouvoir sur toi se brise pour toujours. Son poison cesse de faire effet, car il n'a jamais réussi à te toucher. Il reste dans sa bouche amère pendant que tu continues à avancer, intact et libre. 2. Fais que sa voix se perde dans ton indifférence. Le narcissique a besoin d'être entendu. Non pas parce qu'il a quelque chose de précieux à dire, mais parce que son identité dépend de la validation des autres. Sa voix est son arme. Avec elle, il manipule, blâme, se victimise ou s'agrandit. Ce qu'il dit n'a pas besoin d'être vrai. Il doit juste provoquer une réaction en toi. Tant que tu continues à répondre, tant que tu continues à te défendre, tant que tu continues à essayer de lui expliquer l'évident, il garde le contrôle. Mais que se passe-t-il quand sa voix cesse d'importer? Quand ses mots deviennent du bruit blanc, un écho qui se perd dans le vide? C'est ici que commence la véritable torture pour un narcissique. Quand ce qu'il dit ne provoque plus rien, quand il ne peut plus te mettre en colère ou te faire sentir coupable, quand son opinion sur toi devient insignifiante, son monde commence à s'effondrer. Parce que le narcissique a besoin d'un public, sans lui, il se noie dans son propre reflet. Il ne s'agit pas de l'ignorer comme s'il n'existait pas. Il s'agit d'écouter sans écouter, d'être présent sans être disponible, de lui faire sentir que tout ce qu'il dit est si insignifiant qu'il ne mérite même pas une vraie réponse. Quand il t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, ne t'épuise pas à prouver ton innocence. Regarde-le simplement comme s'il avait dit quelque chose d'insignifiant et change de sujet sans explication. S'il insiste, réponds avec un calme qui le désespère. C'est ce que tu crois? Intéressant, je comprends. Sans te justifier, sans t'énerver, sans lui donner un seul gramme de la réaction qu'il cherche. S'il essaie de te provoquer avec des insultes ou des mépris, reste ferme dans l'indifférence, comme s'il te parlait dans une autre langue, une que tu ne comprends pas et que tu n'as pas envie de comprendre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une stratégie. C'est lui faire sentir que son pouvoir sur toi n'existe plus, qu'il ne peut plus te toucher, que sa voix n'a pas de poids dans ton monde. Le narcissique ne supporte pas l'irrélevance. Son ego a besoin d'une attention constante. Mais quand chacun de ses mots rencontre un mur d'indifférence, quand sa colère ne reçoit que du calme, quand sa manipulation se heurte à rien, il commence à désespérer. Et c'est là que son masque commence à se fissurer. D'abord, il essaiera d'augmenter l'intensité, cherchera de nouvelles façons de te provoquer, essaiera de crier, de se victimiser, de trouver n'importe quelle faille par laquelle s'infiltrer. Ne le laisse pas faire, reste inébranlable. Parce qu'une fois que tu comprends que sa voix n'a de pouvoir que si tu le lui donnes, tu commences à voir clairement le jeu qu'il essaie de jouer et le piège dans lequel tu tombais auparavant sans t'en rendre compte.
L'objectif n'est pas que le narcissique change, parce qu'il ne le fera pas. L'objectif est qu'il perde le contrôle sur toi, que ses mots n'aient plus d'effet, que tu puisses le regarder dans les yeux pendant qu'il essaie de t'envelopper dans son théâtre et ne rien ressentir. Parce que quand un narcissique se rend compte que sa voix ne t'atteint plus, que son influence a disparu, qu'il a perdu sa capacité à te contrôler sans que tu n'aies bougé le petit doigt, alors pour la première fois de sa vie, il est confronté à quelque chose qu'il ne peut pas manipuler. Et c'est une bataille qu'il ne pourra jamais gagner. 3. Fais rebondir leur manipulation sur leur propre miroir. Certaines personnes ne cherchent pas à comprendre, elles veulent seulement contrôler le récit. Elles ne conversent pas pour parvenir à des accords, mais pour t'entraîner dans leur propre jeu, où elles dictent les règles et tu ne fais que réagir. Elles ne se soucient pas de la vérité. Il leur suffit que tu doutes, que tu te sentes obligé de te défendre contre des accusations absurdes, que tu t'épuises à expliquer l'évident pendant qu'elles se dérobent à toute responsabilité. Elles se nourrissent du conflit, non pas pour le résoudre, mais pour s'assurer que tu sois toujours celui qui reste pris dans la toile de leurs mots. Le problème est que tant que tu essaies de raisonner avec eux, tu restes dans leur jeu. Chaque justification, chaque défense, chaque tentative de leur prouver qu'ils ont tort ne fait que renforcer leur contrôle. Non pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils continuent à avoir ton attention. Ils continuent à te faire participer. Ils continuent à te faire des efforts pour leur répondre. Ce qu'ils cherchent n'est pas la vérité, c'est que tu entres dans leur dynamique, que tu te sentes obligé de jouer selon leurs règles pendant qu'ils manipulent chaque mouvement à leur avantage. Mais tout change lorsque tu cesses de réagir. Lorsque, au lieu d'essayer de les corriger, tu les confrontes à un reflet vide. Lorsque leur tactique ne trouve plus de réponse et que leur contrôle s'évapore dans l'air. Il ne s'agit pas de se battre ni de contre-attaquer, il s'agit de faire en sorte que leur propre manipulation se retourne contre eux jusqu'à ce qu'ils restent pris dans leur propre jeu. Si on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, ne te précipite pas pour prouver ton innocence. Ne panique pas, ne t'épuise pas à essayer de prouver l'évident. Au lieu de cela, laisse leur argument se tenir seul, réponds avec neutralité sans leur donner de quoi travailler. Des phrases comme « si c'est ce que tu crois, c'est bien, c'est ta perception, je n'ai rien de plus à dire à ce sujet » les laissent sans point d'appui. Sans une réponse émotionnelle, sans une justification qu'ils peuvent utiliser à leur avantage, leur tactique commence à s'effondrer. Si elles cherchent à te faire sentir coupable, si elles essaient de t'impliquer dans leur récit pour que tu tombes dans le piège du remords, ne joue pas le rôle qu'elles attendent. Reste ferme, présent, sans te laisser perturber. Ne leur donne pas d'explications, n'essaie pas de les faire comprendre, parce qu'elles ne sont pas intéressées à comprendre. Renvoie-leur simplement leur propre vide. Laisse leurs mots se heurter à un mur inébranlable. La manipulation ne peut pas survivre sans une réponse. Si chaque tentative de t'entraîner dans leur jeu se heurte à une attitude impénétrable, si leur discours perd de l'impact parce qu'elles ne trouvent plus de failles dans ta sécurité, elles sont obligées de reculer. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que leur tactique cesse d'être efficace. Si leur contrôle reposait sur le fait de te faire réagir et qu'elles n'y parviennent plus, elles perdent leur influence sur toi. Mais ce n'est pas seulement une question de mots. Le langage corporel est tout aussi important. La façon dont tu te tiens droit, dont tu soutiens le regard sans transmettre de colère ni de soumission, dont tes gestes montrent clairement que leurs tentatives de manipulation n'ont plus de place dans ton esprit, tout cela fait partie de la stratégie. Il ne s'agit pas d'être agressif ni provocateur, mais d'être impénétrable. De projeter une présence ferme, sûre, qui ne laisse pas de place à l'autre pour en profiter. Quand elles comprendront que leurs mots n'ont plus d'effet, elles essaieront de changer de tactique. Elles chercheront de nouvelles façons de te provoquer, essaieront de changer leur approche, feront tout leur possible pour trouver une faille dans ta résistance. Mais si tu restes dans le même calme imperturbable, si tu continues à être ce mur lisse où leurs stratégies rebondissent sans faire d'impact, elles finiront par abandonner. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre choix.
Tu n'as pas besoin de te battre pour te libérer. Tu n'as pas besoin de crier, ni de discuter, ni de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'arrêter d'être manipulable. Arrête de réagir. Arrête de leur permettre d'accéder à ton esprit, à ton énergie, à ton temps. La manipulation ne survit que si elle trouve où se poser. Et quand elle n'y parvient pas, son pouvoir s'effondre, son jeu perd son sens et tu récupères ce qui a toujours dû être à toi, la capacité de décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. 4. Brise leur scénario et laisse-les se noyer dans l'improvisation. Certaines personnes n'interagissent pas avec toi, elles suivent simplement un scénario. Un script répété avec des dialogues calculés et des pièges émotionnels conçus pour te capturer sans que tu t'en rendes compte. Peu importe si la scène est celle de la victime ou du méchant, le but est que tu joues le rôle qu'ils t'ont attribué. Ils ne cherchent pas une relation, ils cherchent le contrôle. Et leur meilleur outil est la répétition, une série de modèles qu'ils exécutent encore et encore, parce qu'ils savent qu'avec le temps, tu t'habitueras à répondre exactement comme ils l'espèrent. Mais toute performance s'effondre lorsque l'autre acteur cesse de suivre le scénario. Le problème n'a jamais été qu'ils soient plus intelligents ou plus forts. Leur véritable pouvoir réside dans la prévisibilité. Ils savent exactement quoi dire pour te faire sentir coupable, comment agir pour te faire douter, quelle réaction provoquer pour que tu entres dans leur jeu. Si tu es accusé, tu te défends. Si on te crie dessus, tu réponds avec colère ou soumission. S'ils se victimisent, tu cours pour calmer la situation. Tout cela, ils l'ont fait avant, de nombreuses fois, avec de nombreuses personnes. C'est une formule qu'ils ont perfectionnée et en laquelle nous avons confiance. Ce qu'ils ne savent pas gérer, c'est l'incertitude. Quand tu changes la réponse, quand tu brises le modèle, quand tu arrêtes de réagir comme ils l'espèrent, leur structure vacille. Ils n'ont pas de plan B, parce qu'ils n'en ont jamais eu besoin. Et quand ils sont forcés d'improviser, c'est là qu'ils commencent à échouer. S'ils te provoquent en attendant une explosion, réponds avec un calme absolu. S'ils te cherchent pour te manipuler avec des larmes et du victimisme, observe-les en silence sans te précipiter pour leur donner ce qu'ils veulent. S'ils t'attaquent avec du sarcasme et du mépris, réponds simplement par un « je n'ai rien à dire à ce sujet » et continue ta vie comme si ce n'était qu'un bruit lointain. Ce qu'ils attendent, c'est une confrontation. Ce qu'ils obtiennent, c'est de l'indifférence. Il ne s'agit pas d'être passif, il s'agit de devenir imprévisible. Arrêter de réagir de manière évidente. Interrompre le modèle avant même qu'il ait l'occasion de se compléter. Ne donne pas à leur ego la satisfaction de continuer leur performance. Laisse-les se perdre dans le vide d'une scène sans direction, dans un jeu où le seul qui continue à jouer est lui. Et voici la partie la plus importante. L'inconfort qu'ils ressentiront n'est pas quelque chose qu'ils peuvent supporter longtemps. Au début, ils essaieront de redoubler d'efforts, chercheront de nouvelles façons de te faire répondre, augmenteront l'intensité du drame. Mais si tu restes ferme, si tu gardes ton calme, si tu ne cèdes pas un centimètre à leurs besoins de contrôle, il viendra un moment où ils seront forcés de reculer. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que tu ne leur laisses pas d'autre choix. Ils ne peuvent pas maintenir la manipulation sans ta participation. Ils ont besoin que tu répondes, que tu entres dans la dynamique, que tu joues le rôle qu'ils ont préparé pour toi. Mais quand tu arrêtes de réagir de la manière attendue, quand leur scénario ne fonctionne plus, ils commencent à perdre le contrôle de la scène. Et c'est là que tu découvres la vérité la plus crue de toutes. Sans leur jeu, ils n'ont rien. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas toi qui as besoin de cette personne, ce sont eux qui ont besoin de toi. Non pas parce qu'ils te valorisent, non pas parce qu'ils te respectent, mais parce que sans quelqu'un à manipuler, leur monde devient un théâtre vide. Laisse-les là, sans applaudissements, sans spectateurs, sans réaction. Et regarde comment ils s'enfoncent sous le poids de leur propre fausseté. 5. Transforme sa manipulation en un écho sans réponse. Les personnes qui vivent du contrôle ont besoin que leurs paroles aient du poids. Ils ne peuvent pas se permettre d'être ignorés, car leur pouvoir dépend de la réaction qu'ils suscitent chez les autres.
Peu importe si c'est de la peur, de la culpabilité, de la colère ou du désespoir, tout ce qui les intéresse, c'est que vous restiez impliqués dans leur jeu, que vous continuiez à répondre, que vous continuiez à leur accorder de l'espace dans votre esprit. Mais que se passe-t-il lorsque leurs paroles ne trouvent plus où atterrir? Lorsque chaque manipulation, chaque provocation, chaque attaque émotionnelle devient un écho vide qui se perd dans le néant. Le contrôle n'existe que si vous l'acceptez, non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que vous tombez dans le piège de répondre, de vous justifier, d'essayer d'expliquer ce qui n'aurait jamais dû être remis en question. Mais une fois que vous réalisez que le problème n'a jamais été ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, mais le pouvoir que vous avez donné à leurs paroles, tout change. Vous n'avez pas besoin de vous battre ou de prouver quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de laisser leur voix perdre de l'impact, de laisser leurs paroles devenir un bruit de fond, sans valeur, sans effet. Et la meilleure façon de le faire est de répondre avec un calme impénétrable, avec des phrases qui ne nourrissent pas le conflit et qui leur font sentir, sans avoir besoin de le dire, qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Si vous essayez de vous faire sentir coupable, répondez par un simple « je comprends » et passez à autre chose. S'ils cherchent à vous entraîner dans une discussion sans fin, brisez le cycle avec un « je ne vais pas continuer avec ça » et arrêtez de parler. Si vous essayez de vous manipuler avec de faux éloges ou des promesses qu'ils ne tiennent jamais, ne tombez pas dans leur piège. Restez simplement ferme et laissez le silence faire le travail pour vous. Parce que voici le secret. Quand un manipulateur se rend compte que ses tactiques ne fonctionnent plus, il est en crise. Ils ne savent pas quoi faire sans un ennemi à affronter, sans quelqu'un pour valider leur comportement par une réponse. Lorsque chaque mot qu'ils lancent rencontre l'indifférence, lorsque leur jeu ne suscite plus d'émotion en vous, ils sont forcés de faire face à quelque chose qu'ils ont évité toute leur vie, leur propre insignifiance. Au début, ils essaieront de vous forcer à réagir. Ils augmenteront l'intensité, essaieront de vous provoquer avec de nouvelles tactiques, chercheront la moindre faille pour revenir. Mais si vous restez ferme, si vous continuez à ne pas leur donner ce qu'ils cherchent, il viendra un moment où ils s'épuiseront. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas soutenir un jeu qui n'a plus d'adversaire. La manipulation ne survit pas dans le vide. Elle a besoin de conflits, elle a besoin de drame. Elle a besoin que l'autre participe à la dynamique. Mais lorsque vous devenez quelqu'un d'insensible à leurs paroles, lorsque leurs attaques ne rencontrent que le silence, lorsque leurs tentatives de contrôle rebondissent contre un mur inébranlable, alors leur influence sur vous s'évapore. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous n'êtes plus le même. Et c'est à ce moment-là que vous récupérez complètement votre pouvoir. Non pas avec des discussions, non pas avec des vengeances, mais avec la simple et dévastatrice réalité qu'ils n'ont plus accès à vous. 6. Soit l'énigme qu'ils ne peuvent pas résoudre. Le contrôle est basé sur la prévisibilité. Quand quelqu'un sait exactement comment tu vas réagir, comment tu penses, ce qui te préoccupe, ce qui te fait mal, il a une carte détaillée de chaque point vulnérable dans ton esprit. Il n'a pas besoin de t'attaquer directement. Il suffit d'appuyer sur les bons boutons pour te faire répondre exactement comme il le souhaite. C'est un jeu d'anticipation, un calcul précis de chaque mot et chaque geste, tout conçu pour s'assurer que tu restes sous son influence sans t'en rendre compte. Mais que se passe-t-il quand tu deviens imprévisible? Quand tu arrêtes de réagir comme ils s'y attendent? Quand tes émotions ne sont plus accessibles, quand chaque tentative de manipulation rencontre une réponse qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler. À ce moment-là, la personne qui cherchait à jouer avec toi se retrouve face à un mur sans fissure, face à une énigme qu'elle ne peut pas résoudre, et c'est là que son pouvoir sur toi s'effondre. La clé n'est pas de te cacher ou de devenir inaccessible. Il ne s'agit pas de construire des murs et de t'isoler du monde. Il s'agit d'être quelqu'un qui ne laisse pas de traces émotionnelles par lesquelles ils peuvent te suivre. De ne pas leur donner d'informations sur ce que tu penses ou ressens.
de ne pas leur permettre d'accéder aux pièces dont ils ont besoin pour monter leur jeu. Il s'agit de bouger avec calme, avec précision, avec la certitude que la seule personne qui doit te comprendre, c'est toi-même. Si tu étais quelqu'un qui se justifiait avant, arrête de le faire. Si tu cherchais à expliquer ce que tu ressens, garde le silence. Si tu essayais de prouver que tu avais raison, souris simplement et continue d'avancer. Non pas parce que tu n'as pas une position ferme, mais parce que tu ne dois aucune explication à celui qui veut seulement utiliser tes mots contre toi. Le pouvoir d'un manipulateur sur toi s'affaiblit lorsqu'il réalise qu'il ne peut plus anticiper ton prochain mouvement. Quand il voit que ses tentatives de réaction ne fonctionnent pas. Quand ce qui t'affectait avant te laisse maintenant indifférent. Quand son influence, qui semblait auparavant inébranlable, se réduit à rien de plus qu'un murmure lointain. Au début, cela les désoriente. Ils ne comprennent pas comment il est possible que quelqu'un qui tombait dans leur jeu les ignore maintenant simplement. Ils essayeront de nouvelles tactiques, chercheront de nouvelles façons d'entrer dans ton esprit, essaieront de te provoquer de manière qui fonctionnait toujours avant. Mais si tu restes ferme, si tu continues à être cette énigme qu'ils ne peuvent pas déchiffrer, ils commenceront peu à peu à réaliser qu'ils ont perdu le contrôle. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain. Il faut de la patience, de la constance, une détermination absolue à ne plus jamais être un plateau de jeu pour eux. Mais une fois que tu y arrives, une fois que tu deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent ni lire ni manipuler, le jeu est fini pour eux. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que tu n'es plus la personne qu'ils espéraient que tu sois. Être une énigme ne signifie pas être froid ou inaccessible. Cela signifie être quelqu'un qui ne donne pas d'explications inutiles, qui ne laisse pas les autres dicter son état émotionnel, qui ne permet pas que sa paix dépende de la validation de quiconque. Cela signifie bouger avec la certitude que personne d'autre n'a le droit de définir qui tu es ou comment tu devrais te sentir. Quand tu arrives à ce point, quand tu cesses d'être une personne prévisible et manipulable, quelque chose de curieux se produit. Les gens qui essayaient de te contrôler s'éloignent d'eux-mêmes, non pas parce que tu les expulses, mais parce qu'ils ne peuvent plus supporter l'idée de ne pas avoir de pouvoir sur toi. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui réagissait à chaque provocation les regarde maintenant sans intérêt. Comment quelqu'un qui cherchait leur approbation ne se donne même plus la peine de les écouter. Être une énigme n'est pas un jeu ni une stratégie vide. C'est la façon la plus puissante de t'assurer que plus jamais quelqu'un n'aura le contrôle sur toi. C'est la preuve définitive que tu as retrouvé ton pouvoir, que tu n'es plus une marionnette entre les mains de personne. Parce que quand ils ne peuvent plus te déchiffrer, quand ils ne peuvent plus te modeler à leur volonté, quand ils ne savent plus comment te faire entrer dans leur jeu, la seule chose qui leur reste est d'accepter une réalité qu'ils ne supportent pas, qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. 7. Renverse son château de cartes avec un sourire imperturbable. Le pouvoir de ceux qui manipulent n'a jamais été réel, il n'a été qu'un mirage. Ils n'ont pas contrôlé ta vie parce qu'ils sont plus intelligents ou plus forts, mais parce qu'ils t'ont convaincu qu'ils l'étaient. Leur domination ne repose pas sur la vérité, mais sur la perception qu'ils ont construite en leur faveur. Ils jouent avec des mensonges déguisés en faits, avec des distorsions émotionnelles qui te font te sentir coupable pour des choses que tu n'as jamais faites, avec une autorité fausse qui ne tient que parce que toi, sans t'en rendre compte, tu la leur as accordée. Mais voici la vérité qu'ils n'ont jamais voulu que tu découvres. Tout leur pouvoir s'effondre au moment où tu décides de ne plus le reconnaître. Leur contrôle n'a jamais été qu'un château de cartes. Un enchevêtrement fragile de manipulation, de culpabilité et de jeux émotionnels conçus pour te faire croire que tu n'as pas d'issue. Mais une fois que tu comprends la dynamique, une fois que tu te rends compte que le château ne tient debout que parce que tu le soutiens, le jeu change. Tu n'as pas besoin de pousser, tu n'as pas besoin de renverser quoi que ce soit avec violence. Tu as juste besoin de lâcher prise, de faire un pas en arrière et de regarder comment tout s'effondre de lui-même. Les manipulateurs ont besoin que tu crois en leur autorité,
Ils ont besoin que tu penses qu'ils en savent plus que toi, qu'ils ont le contrôle de la situation, qu'ils sont d'une certaine manière toujours un pas en avant. Mais la vérité est qu'ils dépendent plus de toi que tu ne dépendes d'eux. Leur sécurité, leur sentiment d'importance, leur fausse sensation de pouvoir, tout est construit sur la manière dont les autres réagissent à eux. Sans public, il n'y a pas de spectacle. Sans personne pour leur répondre, il n'y a pas de conflit. Et sans conflit, leur existence perd tout sens. Le pire que tu peux faire à quelqu'un qui se nourrit du contrôle n'est pas de te battre, ni d'essayer de les exposer. Le pire que tu peux leur faire est de leur montrer, sans dire un seul mot, qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, mais avec quelque chose de bien plus dévastateur pour leur ego. Un calme inébranlable. Quand un manipulateur lance son venin, il attend une réaction. Il attend que tu te défendes, que tu tombes dans le piège de te justifier. Il espère te voir pris dans son filet, répondant comme tu l'as toujours fait. Mais quand à la place il reçoit seulement un regard serein, un sourire léger et une présence qui ne s'émeut pas, quelque chose en lui commence à se briser. Car ce calme lui crie une vérité qu'il ne peut supporter. Il n'a plus de contrôle sur toi. Et c'est là que son château de cartes commence à vaciller. D'abord, ils essaieront de récupérer la dynamique, redoublant d'efforts pour te provoquer. Ils chercheront de nouvelles façons de te piéger, augmenteront l'intensité de leurs paroles, essaieront de te faire douter à nouveau. Mais si tu restes ferme, si tu continues à répondre avec une tranquillité qu'ils ne peuvent traverser, tôt ou tard, leur masque commencera à s'effriter. Non pas parce que tu les as attaqués, non pas parce que tu as essayé de les battre à leur propre jeu, mais parce que tu les as laissés sans rôle à jouer. Les manipulateurs ont besoin d'une narration dans laquelle ils sont toujours les protagonistes. Parfois, ils jouent le rôle du méchant, parfois celui de la victime, mais ils ont toujours besoin d'être au centre de l'histoire. Si tu les affrontes avec haine, ils deviennent la victime. Si tu les défies directement, ils prennent le rôle du méchant avec fierté. Mais si tu les observes simplement avec une sérénité absolue, sans leur donner un iota de ce qu'ils cherchent, leur histoire reste sans scénario. Et c'est là qu'ils s'effondrent. Tu n'as pas besoin de hausser la voix, tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de leur faire comprendre. Tu as juste besoin d'exister dans un état où leur présence ne t'affecte plus, où leur manipulation n'a plus de pouvoir, où leurs paroles ne sont guère plus qu'un écho lointain sans impact sur ta vie. C'est la plus grande victoire que tu peux avoir sur eux, non pas leur montrer qu'ils ont perdu, mais leur faire sentir qu'il n'importe plus s'ils gagnent ou perdent, parce que leur jeu a cessé d'avoir un sens pour toi. Quand ils se rendront compte de cela, ils essaieront de s'éloigner d'eux-mêmes, non pas parce qu'ils veulent te lâcher, mais parce qu'ils ne peuvent pas se maintenir dans un espace où ils n'ont plus de pouvoir. Et quand ce moment viendra, tu n'auras même pas besoin de leur dire au revoir, parce que le simple fait que tu continues à avancer sans regarder en arrière sera le rappel le plus cruel de tous. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise et anxieux d'être seul avec vous-même? Ne pouvez-vous pas éviter de saisir votre téléphone, d'allumer la télévision ou de mettre de la musique pour vous distraire? Le stoïcisme apparaît comme un pilier de la sagesse en période d'incertitude et de bruit mental excessif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 13 enseignements précieux, soigneusement sélectionnés, pour vous aider à cultiver une relation plus profonde et plus authentique avec vous-même. Si c'est votre première fois ici, je vous demande de me soutenir en vous abonnant et en aimant la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir plus de contenu comme celui-ci. Ces mots sont destinés à réconforter l'âme, à rappeler que la distraction est éphémère et que la force est en vous, attendant d'être activée. Que vous ressentiez la pression de la vie moderne ou la solitude, ces enseignements sont là pour vous offrir soutien, motivation et espoir. Mais avant de commencer, j'ai un défi à vous lancer. Restez jusqu'à la fin et ne manquez aucune de ces leçons, car l'une d'elles pourrait être la clé pour changer votre destin à jamais. Commençons. 1. Cultivez une amitié avec vous-même. Je me souviens d'une période difficile de ma vie où tout semblait être contre moi et où j'avais l'impression de n'avoir personne vers qui me tourner.
J'étais seul, face à mes insécurités et mes doutes. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir de cultiver une amitié avec moi-même. Au lieu de chercher du réconfort auprès des autres, j'ai décidé de tourner mon attention vers l'intérieur. J'ai commencé à prendre le temps, chaque jour, de réfléchir et de me taire. Dans ces moments de calme, j'ai commencé à mieux me connaître, à comprendre mes peurs, mes désirs et mes forces. Ce fut un processus lent et parfois douloureux, mais révélateur. Tout comme une amitié avec une autre personne, l'amitié avec moi-même exigeait de la patience, de la compréhension et de l'acceptation. À cette époque, je lisais beaucoup sur le stoïcisme et je suis tombé sur une citation d'Épictète. Le sage veut toujours être avec lui-même. Ces mots sont devenus mon mantra, me rappelant que la paix et le contentement ne viennent pas de sources extérieures, mais d'une profonde compréhension de soi-même. Il y avait des jours où la solitude me paraissait écrasante, mais je l'ai acceptée. J'ai pratiqué des exercices de gratitude, en écrivant les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cela a amélioré ma vision de la vie et m'a aidé à apprécier mes qualités et mes réalisations. Ma confiance en moi a grandi, mes décisions sont devenues plus claires et j'ai commencé à ressentir une paix intérieure. La force et la résilience que j'ai développées m'ont permis de relever les défis avec un esprit et un cœur plus forts. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que la meilleure relation que vous puissiez cultiver est celle avec vous-même. 2. L'importance de la solitude. Je n'ai pas toujours compris l'importance de la solitude. Pendant longtemps, j'ai eu peur d'être seul et j'ai évité ces moments d'isolement. Cependant, au cours d'une phase difficile de ma vie, j'ai appris la vraie valeur de la solitude. Je me souviens d'une nuit où, malgré le fait d'être entouré de monde, je me suis senti incroyablement seul. J'ai décidé de faire une promenade nocturne, seul avec mes pensées. La ville était calme et pendant que je marchais, je réfléchissais à ma vie et à mes expériences. Dans ce calme, j'ai trouvé une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Le stoïcisme m'a appris que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais à accepter. Étant seul, j'ai pu entendre ma voix intérieure sans distraction. Marc Aurèle a dit « Nulle part, l'homme ne peut trouver une retraite aussi paisible et tranquille que dans l'intimité de son âme. » Ces mots m'ont rappelé que la paix intérieure se trouve en se donnant le temps et l'espace pour la rechercher. J'ai fait de la solitude une pratique régulière. Chaque jour, il consacrait du temps à être seul, à méditer, à lire ou à réfléchir. J'ai trouvé ces moments revitalisants, me permettant de me ressourcer et de voir le monde avec une perspective renouvelée. J'ai appris à apprécier ma propre entreprise en faisant des activités qui me plaisaient et en me connectant plus profondément avec moi-même. La solitude m'a appris à être autonome et à trouver de la force en moi-même, sans avoir besoin de la validation constante des autres. Aujourd'hui, j'apprécie profondément ces moments de solitude qui m'ont permis de grandir, de guérir et de découvrir des parties de moi-même qui autrement seraient restées cachées. Troisièmement, vivre selon le présent. Vivre dans le présent était une leçon difficile à apprendre. J'avais l'habitude de m'inquiéter pour l'avenir et de regretter le passé jusqu'à ce qu'un moment, ma perspective change. Un après-midi, en regardant des enfants jouer dans le parc, j'ai réalisé qu'ils profitaient du moment sans souci. J'ai compris que je pouvais aussi vivre dans le présent, mais je l'avais oublié. J'ai commencé à étudier le stoïcisme et je suis tombé sur une citation de Sénèque. « À mesure que nous retardons la vie, elle s'accélère. » J'ai réfléchi au nombre de fois où j'avais arrêté de profiter du présent à cause de pensées sur le futur ou le passé. J'ai décidé de faire un changement conscient et de pratiquer la pleine conscience ou proche. Je me suis consacré à être vraiment présent dans chaque activité quotidienne. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, c'est devenu naturel. J'ai utilisé la technique de respiration consciente, en inspirant profondément et en expirant lentement pour me débarrasser de mes inquiétudes.
Cette pratique m'a aidé à m'ancrer dans le présent. J'ai remarqué des changements significatifs, moins de stress et plus de joie dans les petites choses. Après réflexion, j'ai réalisé que de nombreuses inquiétudes n'étaient pas fondées. L'avenir est incertain et le passé ne peut être changé, mais le présent est tout ce que nous avons. En vivant dans le présent, j'ai trouvé la paix intérieure. Chaque instant est un cadeau. Vivre pleinement le présent est la clé d'une vie heureuse et satisfaisante. 4e, contrôle des émotions. Contrôler les émotions est une compétence que j'ai toujours admirée chez les autres, mais que j'ai trouvé difficile à maîtriser. J'avais l'habitude de réagir de manière impulsive aux situations stressantes. Un tournant m'a amené à reprendre le contrôle de mes émotions et à améliorer ma vie. Je me souviens d'un jour au travail où tout allait mal. Un projet échouait, mon patron était bouleversé et la pression montait. J'ai explosé et j'ai laissé la frustration prendre le dessus sur moi. J'avais honte et je savais que je devais mieux gérer mes émotions. J'ai commencé à approfondir la philosophie stoïcienne. Une citation d'Épictète m'a interpellé. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. J'ai compris que mes réactions émotionnelles étaient causées par la façon dont j'interprétais les événements. J'ai décidé de changer. J'ai pratiqué l'introspection, analysant mes réactions émotionnelles et comprenant que beaucoup étaient des réponses à des pensées irrationnelles ou à des peurs infondées. En prenant conscience de ces schémas, j'ai pu remettre en question et changer ma façon de penser. De plus, j'ai intégré la méditation quotidienne. Passer quelques minutes chaque jour à méditer, à calmer mon esprit et développer une plus grande conscience de mes pensées et de mes émotions. Cette pratique m'a permis d'observer mes émotions sans les juger ni réagir de manière impulsive. J'ai appris à respirer profondément et à réagir de manière plus contrôlée et rationnelle. Au fil du temps, j'ai remarqué une grande différence. Mes relations personnelles se sont améliorées et au travail, j'ai gagné le respect de mes collègues pour rester calme sous pression. Contrôler ses émotions demande de la pratique et de la patience, mais c'est possible. J'ai appris que contrôler mes émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre et les gérer sainement. Si vous sentez que vos émotions sont hors de contrôle, rappelez-vous que vous pouvez changer cela. Grâce à l'introspection, à la méditation et à une pratique constante, vous pouvez développer la capacité de rester calme et clair dans n'importe quelle situation. 5. Pratiquer la résilience émotionnelle. Pratiquer la résilience émotionnelle est une compétence que j'ai acquise pendant les moments les plus difficiles de ma vie. Il y a eu une période où j'avais l'impression que tout était contre moi. J'ai perdu mon travail, une relation importante a pris fin, et j'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Un soir, après une dure journée, j'ai décidé de lire un livre sur le stoïcisme. Une citation de Marc Aurèle m'a profondément marqué. « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Ces mots m'ont fait réfléchir sur la façon dont j'ai laissé mes pensées négatives dominer ma vie. J'ai décidé de prendre le contrôle et de commencer à pratiquer la résilience émotionnelle. Changer mon état d'esprit a été l'une des premières étapes. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, je les voyais comme des opportunités de croissance. J'ai mis en place une routine quotidienne avec de la méditation et un journal de gratitude. Cela m'a aidé à commencer la journée avec une attitude positive. J'ai également inclus l'exercice physique, découvrant que rester actif était bénéfique pour ma santé émotionnelle. Dans les moments difficiles, j'utilisais la visualisation négative, imaginant les pires scénarios possibles, ceux qui me préparaient mentalement et me faisaient voir que de nombreuses inquiétudes étaient exagérées. Accepter ce que je ne pouvais pas changer et me concentrer sur ce que je pouvais contrôler m'a libéré émotionnellement. Au fil du temps, ma capacité à gérer le stress s'est considérablement améliorée. Aujourd'hui, je me sens plus fort et capable d'affronter n'importe quel obstacle. Si vous vous sentez vaincu par les circonstances, n'oubliez pas que vous pouvez changer de point de vue et développer une résilience émotionnelle.
Sixième, la compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité que j'ai toujours appréciée, mais que je n'ai pas toujours pratiquée de manière cohérente. Il fut un temps dans ma vie où j'étais tellement absorbé par mes propres problèmes que je ne prêtais pas attention aux difficultés de ceux qui m'entouraient. Je me souviens d'une époque où un ami proche était confronté à des problèmes personnels et, bien qu'il m'en ait parlé, je ne lui ai pas accordé l'attention qu'il méritait. Un jour, il m'a traité de désespéré et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de mon soutien. J'ai ressenti une profonde honte et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à étudier la compassion et comment l'intégrer dans ma vie quotidienne. Une citation d'Épictète disait « N'oubliez pas que d'autres sont également confrontés à leur propre lutte ». Ces mots m'ont rappelé que nous portons tous des fardeaux invisibles. J'ai commencé à pratiquer activement la compassion, en accomplissant quotidiennement des actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou offrir de l'aide sans rien attendre en retour. J'ai également pratiqué l'empathie, en essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres. J'ai appris à être plus patient et compréhensif. La compassion m'a également appris à être plus gentil avec moi-même, à me pardonner mes erreurs et à me traiter avec douceur. Cette compassion envers moi-même était essentielle à mon bien-être émotionnel et m'a permis d'être une source de soutien plus authentique. Sixième, la compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité que j'ai toujours appréciée, mais que je n'ai pas toujours pratiquée de manière cohérente. Il fut un temps dans ma vie où j'étais tellement absorbé par mes propres problèmes que je ne prêtais pas attention aux difficultés de ceux qui m'entouraient. Je me souviens d'une époque où un ami proche était confronté à des problèmes personnels et, bien qu'il m'en ait parlé, je ne lui ai pas accordé l'attention qu'il méritait. Un jour, il m'a traité de désespéré et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de mon soutien. J'ai ressenti une profonde honte et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à étudier la compassion et comment l'intégrer dans ma vie quotidienne. Une citation d'Épictète disait « N'oubliez pas que d'autres sont également confrontés à leur propre lutte ». Ces mots m'ont rappelé que nous portons tous des fardeaux invisibles. J'ai commencé à pratiquer activement la compassion, en accomplissant quotidiennement des actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou offrir de l'aide sans rien attendre en retour. J'ai également pratiqué l'empathie, en essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres. J'ai appris à être plus patient et compréhensif. La compassion m'a également appris à être plus gentil avec moi-même, à me pardonner mes erreurs et à me traiter avec douceur. Cette compassion envers moi-même était essentielle à mon bien-être émotionnel et m'a permis d'être une source de soutien plus authentique. 7. La dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est un concept stoïcien qui a transformé ma façon de voir le monde. La première fois que j'ai entendu parler de ce principe, j'étais dans une situation où tout semblait hors de contrôle. À l'aéroport, entouré de voyageurs frustrés, j'ai décidé que je ne voulais pas être victime des circonstances. Je me suis souvenu des enseignements stoïciens sur la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète l'a expliqué clairement. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Ces mots m'ont donné une nouvelle perspective sur la façon de relever les défis. Au lieu de laisser la frustration prendre le dessus sur moi, j'ai décidé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. J'ai porté mon attention sur la façon dont j'ai réagi à la situation. J'ai pris un livre et me suis plongé dans la lecture, transformant une expérience négative en une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce petit changement de perspective m'a permis de me sentir plus calme et plus en contrôle. Depuis, j'ai appliqué la dichotomie du contrôle dans différents aspects de ma vie. J'ai fait une liste mentale des choses qui étaient sous mon contrôle et de celles qui ne l'étaient pas. J'ai réalisé que m'inquiéter de ce que je ne pouvais pas changer ne faisait que me causer un stress inutile.
Diriger mon énergie vers ce que je pouvais influencer m'a procuré un sentiment de puissance et de sérénité. Cela a amélioré ma productivité au travail et la qualité de mes relations personnelles. En me concentrant sur ce que je pouvais contrôler, j'ai pu construire des relations plus saines et plus harmonieuses. La dichotomie du contrôle m'a également aidé à gérer le stress et l'anxiété, me rappelant que je peux toujours contrôler ma réponse aux situations. Cette pratique m'a permis de relever des défis avec un esprit plus clair et un cœur plus calme. 8. Le pouvoir de la gratitude. Le pouvoir de la gratitude est l'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises dans ma vie. Il fut un temps où je me concentrais sur ceux qui me manquaient, au lieu d'apprécier ceux que j'avais. Cet état d'esprit négatif a affecté mon bien-être et mon bonheur. Un jour, en lisant les méditations de Marc Aurèle, je suis tombé sur une phrase qui a changé ma perspective. Prenez garde à ne pas être ingrat pour ce que vous avez en cherchant ce qui vous manque. Ces mots m'ont fait réfléchir à tout ce que je tenais pour acquis dans ma vie. J'ai décidé de faire un changement. J'ai commencé un journal de gratitude dans lequel, chaque soir, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Au début, c'était des choses simples, une conversation avec un ami, une journée ensoleillée, un délicieux repas. Cependant, j'ai vite réalisé qu'il y avait bien plus de raisons d'être reconnaissant que ceux que j'avais imaginés. Cette pratique quotidienne a transformé ma perspective. J'ai commencé à remarquer les petites bénédictions de chaque jour et à me sentir plus content et satisfait. La gratitude a non seulement amélioré mon humeur, mais elle m'a également aidé à construire des relations plus solides et plus significatives. En exprimant ma gratitude aux autres, j'ai vu nos liens s'approfondir. Au lieu de me concentrer sur ceux qui n'allaient pas, j'ai commencé à chercher le positif dans chaque situation. Cela ne signifiait pas ignorer les problèmes, mais reconnaître les opportunités d'apprentissage et de croissance que chaque difficulté apportait. Aujourd'hui, la gratitude fait partie intégrante de ma vie. Cela m'a appris à apprécier le présent et à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Si jamais vous vous sentez coincé dans la négativité, je vous encourage à essayer la gratitude. Cela peut sembler un petit changement, mais son impact sur votre vie sera énorme. En pratiquant la gratitude, vous découvrirez une nouvelle source de bonheur et de bien-être qui transformera votre perspective et votre vie. 9. L'importance du silence. L'importance du silence est quelque chose que je n'ai pas toujours apprécié. Dans une société de bruit constant, j'ai rempli chaque instant de distraction. Ce n'est que lors d'une période de surcharge sensorielle que j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de silence. Je me souviens d'un après-midi mouvementé où je me sentais épuisé mentalement et émotionnellement. J'ai décidé de me promener dans le parc sans écouteurs, juste avec le son naturel de l'environnement. Sans le bruit constant, mes pensées ont commencé à circuler et j'ai entendu ma voix intérieure plus clairement. Une citation de Zénon de Citium m'a interpellé. Le silence est un espace où l'esprit peut se retrouver. J'ai réalisé que j'avais évité le silence par peur d'affronter mes propres pensées et émotions. J'ai commencé à intégrer des moments de silence dans ma routine quotidienne, que ce soit par la méditation, en m'asseyant tranquillement pendant quelques minutes chaque matin, ou simplement en éteignant tous les appareils. Ces moments sont devenus de précieuses occasions de réfléchir et de se ressourcer. Le silence a également amélioré mes capacités d'écoute, me permettant d'accorder toute mon attention aux conversations et d'améliorer mes relations personnelles et professionnelles. De plus, cela m'a permis d'être plus conscient de mes pensées et de mes émotions, ce qui m'a permis d'acquérir une plus grande clarté et une plus grande tranquillité d'esprit. Faire face à des personnes toxiques est un défi courant, mais la façon dont nous réagissons peut changer toute la dynamique. Avez-vous déjà remarqué à quel point un commentaire négatif peut rester dans votre esprit plus longtemps qu'un compliment? C'est comme une tache sur votre chemise préférée qui ne disparaîtra pas. C'est là que réside votre pouvoir.
dans la capacité de voir cette tâche et de décider de ne pas la laisser gâcher votre journée. Ce moment difficile reflète moins votre personnalité et davantage les luttes internes de l'autre personne. Marc Aurèle, dans ses méditations, offre une sagesse intemporelle. Quand quelqu'un vous blâme ou vous déteste, allez dans son âme, allez en vous-même et voyez quel genre de personne il estimate. Vous vous rendrez compte qu'il n'est pas nécessaire d'être tourmenté par son opinion de vous. Cette perspective nous invite à regarder au-delà des interactions superficielles et à comprendre les motivations profondes derrière les actions des autres. Cette période de confrontation avec la négativité présente également une opportunité d'introspection. Je vous mets au défi de plonger profondément à l'intérieur en éliminant les couches d'attente et de masques sociaux. Quelles vérités sur vous-même ont été obscurcies par les jugements des autres? Permettez-vous à la négativité de quelqu'un d'autre de définir votre journée ou votre valeur? Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte de soi, en trouvant des stratégies non seulement pour faire face aux personnes toxiques, mais aussi pour renforcer notre conscience de soi. Ci-dessous, je vais révéler 11 façons intelligentes de gérer les personnes toxiques selon la sagesse stoïcienne. Avant de commencer, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de cette sagesse et aider ce message à toucher plus de personnes. Maintenant, commençons. 1. La conscience de soi. Vous avez probablement rencontré quelqu'un qui semble appuyer sur tous les mauvais boutons, ces gens qui transforment une bonne journée en tempête émotionnelle. Nous les qualifions de toxiques car ils propagent la négativité comme un nuage de fumée, obscurcissant notre clarté mentale et émotionnelle. Mais et si je vous disais qu'il existe un moyen de purifier l'air et de naviguer dans cette fumée sans se perdre? Tout commence par la connaissance de soi. La connaissance de soi est un outil puissant. Tout comme savoir que vous êtes allergique à la fumée vous fait l'éviter, comprendre vos réactions face aux personnes toxiques peut vous aider à maintenir la distance émotionnelle nécessaire pour préserver votre bien-être. Cela implique un processus introspectif dans lequel vous analysez vos émotions et vos comportements. Ce faisant, vous pouvez identifier les situations qui vous déclenchent et comment réagir de manière à maintenir votre équilibre émotionnel. Imaginez que vous disposez d'une boussole interne qui vous guide à travers la tourmente. Cette boussole est votre conscience de soi, vous permettant de reconnaître quand vous êtes emporté par la négativité et vous donnant la possibilité de changer de cap. Il s'agit d'un processus continu de réflexion et d'ajustement au cours duquel vous apprenez à faire la distinction entre vos émotions et les influences extérieures, vous permettant ainsi de prendre des décisions plus conscientes et alignées sur votre bien-être. Deuxièmement, le pardon et la mémoire. Pensez aux étoiles qui brillent malgré l'obscurité qui les entoure. Ces étoiles sont les personnes qui ajoutent de la valeur à votre vie, éclairant votre chemin avec compréhension et empathie. En revanche, les trous noirs représentent des individus toxiques qui vous entraînent dans l'obscurité, vous privant de joie et d'énergie. Naviguer dans cette danse cosmique des relations sans se laisser aspirer par ces trous noirs nécessite une combinaison de courage et de sagesse. Imaginez-vous comme un vaisseau spatial propulsé par le pardon et la mémoire. Le courage qui vous anime est le pardon, une cellule de puissance qui vous permet de voler plus haut que toute influence toxique. Pardonner n'est pas un acte de faiblesse mais de libération. Elle vous libère du fardeau du ressentiment, vous permettant d'avancer avec légèreté et clarté. Cependant, chaque vaisseau spatial a besoin d'un système de navigation. C'est votre mémoire, gardienne des leçons apprises, qui vous rappelle de faire un détour lorsqu'un trou noir connu apparaît sur votre chemin. Chaque rencontre avec la toxicité n'est pas une chaîne qui vous lie, mais un point sur la carte des étoiles de votre vie qui vous guide vers des orbites plus sûres. Chaque leçon apprise en traitant avec une personne toxique, chaque émotion bouleversante devient un phare qui éclaire votre chemin et vous aide à éviter de répéter les mêmes schémas.
Cette combinaison de pardon et de mémoire est la boussole qui vous guide à travers la constellation complexe des relations, vous permettant de garder le cap vers une vie plus pleine et plus consciente. Troisièmement, la stabilité émotionnelle. Naviguer dans la vie entourée de personnes toxiques peut être comme marcher dans un brouillard dense où chaque pas semble incertain et chaque interaction peut vous désorienter. Mais la stabilité émotionnelle, cultivée par le stoïcisme, peut dissiper ce brouillard, vous ramenant à la clarté et au contrôle. Pensez à quelqu'un qui, quel que soit le chaos qui l'entoure, ne semble jamais dérangé, quelqu'un qui reste ferme comme une montagne face à la tempête. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou froid, mais de reconnaître que la seule chose qui est réellement sous notre contrôle est la façon dont nous réagissons au monde extérieur. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside dans notre réaction et non dans notre volonté de contrôler l'incontrôlable. Cette perspective nous permet de respirer et de trouver un espace de calme en nous, même au milieu du chaos. Lorsque nous sommes confrontés à la toxicité, nous canalisons notre stoïcisme intérieur. Au lieu de nous laisser emporter par le drame, nous prenons un moment pour respirer, réfléchir, puis agir dans un lieu de calme rationnel. C'est comme être dans l'œil d'un ouragan. Tout est sauvage à l'extérieur, mais calme à l'intérieur. Cet espace nous permet d'observer le chaos sans nous y laisser prendre, en reconnaissant que, comme les nuages dans le ciel, ces moments de négativité passeront. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez au milieu de la négativité, rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre paix. Développez une force intérieure basée sur le calme et la résilience. Il ne s'agit pas d'ignorer la négativité, mais de la reconnaître sans lui permettre de définir vos actions. En acceptant ce défi, vous devenez plus fort et inébranlable face à l'adversité, naviguant dans la vie avec sérénité et détermination. 4. Fixez des limites. Imaginez que chaque interaction que vous avez est comme un coup de pinceau sur la toile de votre journée. Certains traits sont vibrants et exaltants, pleins de couleurs et de vie, apportant énergie et joie. Cependant, d'autres traces sont sombres et lourdes, laissées par des personnes toxiques qui drainent votre vitalité et votre enthousiasme. Ces coups de pinceau sombres peuvent déformer l'ensemble de votre chef-d'œuvre, changer le ton de votre journée et affecter votre humeur et votre perception de vous-même. Fixer des limites, c'est investir judicieusement son énergie, comme un peintre qui choisit soigneusement les couleurs et les zones de la toile qu'il souhaite mettre en valeur. Il ne s'agit pas d'agir avec arrogance ou dédain, mais avec la calme détermination d'un stoïque qui connaît sa valeur et la valeur de son temps. Cette sagesse vous permet de décider avec qui et comment vous souhaitez interagir en préservant votre paix intérieure et votre bien-être émotionnel. Imaginez votre énergie comme une ressource limitée et précieuse, comme l'eau dans un désert. Chaque interaction à laquelle vous participez, c'est comme donner une goutte de cette eau. Préférez-vous l'offrir à quelqu'un qui plante des graines dans votre désert et le fait fleurir, ou à quelqu'un qui le laisse s'évaporer sous le soleil dédaigneux? Fixer des limites signifie investir votre énergie là où elle fera des merveilles. Il s'agit de communiquer calmement. C'est là que je fixe la limite, car ma paix ne se négocie pas. Cette ouverture sélective ne fait pas de vous une personne moins humaine. Cela fait de vous le gardien de votre propre paix. C'est un acte d'estime de soi et de sagesse, pas d'agression. Cela signifie se respecter suffisamment pour fixer des limites claires et fermes. Ce faisant, vous protégez votre énergie et garantissez que seuls ceux qui apportent réellement de la valeur et de la positivité à votre vie ont accès à votre espace émotionnel. Cinquièmement, l'intelligence énergétique. Partager un espace avec quelqu'un dont l'énergie ressemble à une tempête peut mettre à l'épreuve même les esprits les plus calmes. Ces personnes peuvent déstabiliser votre état émotionnel, vous faisant vous sentir épuisé et désorienté. L'intelligence énergétique est votre boussole dans ces situations, vous guidant pour maintenir votre équilibre et votre bien-être.
Considérez votre énergie comme une barrière protectrice, un peu comme les murs d'une ville ancienne qui préservent votre paix et empêchent toute négativité indésirable d'entrer. Cette barrière n'est pas impénétrable, mais elle vous permet de contrôler quelles influences vous laissez entrer et lesquelles vous décidez de bloquer. Tout comme vous sélectionnez soigneusement le carburant que vous mettez dans votre voiture pour garantir ses performances optimales, vous pouvez également choisir comment réagir et interagir avec les personnes qui consomment de l'énergie. Répondre avec patience et compréhension ou choisir de ne pas vous engager peut être votre super carburant, optimisant votre bien-être émotionnel et vous gardant sur un cap stable. Il ne s'agit pas d'éviter les conflits à tout prix, mais de s'armer de sagesse et de prendre des décisions qui correspondent à votre paix intérieure. L'exploitation de cette intelligence va au-delà de la maîtrise de soi. Il s'agit de créer autour de vous un espace si ancré que même la tempête la plus puissante ne puisse ébranler vos fondations. Imaginez-vous être un arbre profondément enraciné dans la terre, immobile, non pas parce que le vent ne souffle pas autour de vous, mais parce que vous maîtrisez l'art de vous pencher et de vous balancer avec lui sans se briser. Cette force et cette flexibilité désamorcent l'énergie toxique et ne lui laissent d'autre choix que de se dissiper ou de passer à autre chose. Réfléchissez à la façon dont vous avez géré votre énergie face à l'adversité. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti dépassé par la négativité de quelqu'un d'autre. Comment avez-vous répondu? Avez-vous laissé sa tempête assombrir votre ciel ou avez-vous brillé encore plus fort, les guidant tous les deux vers le calme? Ce voyage ne consiste pas à cesser d'être affecté, mais à reconnaître qu'il existe en vous une réserve de force et de sagesse prête à affronter tout défi qui se présente à vous. Faites une pause, respirez et souvenez-vous du pouvoir que vous possédez. À l'avenir, comment allez-vous canaliser cette énergie et cette intelligence non seulement pour protéger votre paix, mais aussi pour éclairer la voie aux autres? N'oubliez pas que le véritable test de votre force intérieure n'est pas la façon dont vous évitez la tempête, mais la façon dont vous dansez sous la pluie. Sixièmement, concentrez-vous sur les objectifs. Lorsque vous jetez votre dévolu sur quelque chose que vous voulez vraiment, l'enthousiasme et la clarté de votre objectif peuvent donner l'impression que vous êtes sur un chemin clair et que vous avancez sans entrave vers votre objectif. Cependant, la réalité est que vous rencontrerez inévitablement des personnes ou des situations qui freineront votre morale et mettront votre détermination à l'épreuve. La clé pour relever ces défis est d'adopter un état d'esprit axé sur les solutions qui non seulement vous permet de rester concentré, mais transforme également les difficultés en opportunités de croissance personnelle et d'intelligence émotionnelle. En vous concentrant sur vos objectifs, vous devenez l'architecte de votre propre expérience. Imaginez un marin qui, face aux tempêtes en haute mer, ne s'arrête pas pour se plaindre du mauvais temps, mais ajuste ses voiles et continue d'avancer. De même, face à des éléments négatifs ou à des obstacles, au lieu de les laisser vous faire dérailler de votre chemin, vous pouvez rediriger votre énergie vers la recherche de solutions et rester sur la bonne voie. Cette approche vous permet d'envisager chaque défi comme une leçon, une opportunité d'aiguiser vos compétences et de renforcer votre résilience. Adopter un état d'esprit axé sur les solutions signifie qu'au lieu de vous concentrer sur les problèmes, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire pour les surmonter. Cette perspective proactive vous aide non seulement à rester motivé, mais vous permet également de gérer les situations difficiles avec une attitude positive et constructive. Cela fait de vous une personne qui ne se laisse pas vaincre par les circonstances, mais qui utilise plutôt chaque obstacle comme tremplin vers un plus grand succès et un plus grand épanouissement. Septièmement, cherchez du soutien. Tout au long de notre vie, nous rencontrons des personnes dont la présence ressemble à un nuage d'orage, chargé d'énergie négative et de défis. Faire face seul à ces situations peut être accablant et épuisant, mais rechercher du soutien ne montre pas de faiblesse, révèle la sagesse.
Partager vos difficultés avec quelqu'un qui comprend peut éclairer des chemins que vous n'avez jamais vus auparavant, ouvrant de nouvelles possibilités et perspectives. Rechercher du soutien est un acte d'autocompassion et de force. Imaginez que vous essayez de soulever seul un poids énorme. Imaginez maintenant que quelqu'un d'autre arrive pour vous aider, allégeant le fardeau et vous permettant d'avancer plus facilement. Voici comment fonctionne le soutien émotionnel. En partageant vos fardeaux, non seulement vous réduisez votre propre stress, mais vous permettez également aux autres de vous donner leur point de vue et leur sagesse. Ce sont ces personnes qui renforcent notre détermination, nous rappelant le pouvoir de notre propre force mentale. Ce sont ceux qui, par leur empathie et leur compréhension, nous aident à voir plus clairement nos situations et nous encouragent à avancer lorsque nous nous sentons découragés. En recherchant et en acceptant du soutien, nous cultivons un réseau de relations significatives et solidaires qui nous enrichissent et nous soutiennent en cas de besoin. De plus, rechercher du soutien signifie également être ouvert aux commentaires et aux conseils, qui peuvent être un catalyseur de croissance personnelle. En vous ouvrant à la sagesse et à l'expérience des autres, vous apprenez à relever vos défis avec de nouvelles stratégies et approches, renforçant ainsi votre résilience et votre capacité à gérer l'adversité. 8. Contrôlez le discours intérieur négatif. Lorsque vous faites face à l'influence négative d'une autre personne, il est crucial de surveiller de près les conversations que vous avez avec vous-même. Ce dialogue interne est le récit que vous vous racontez sur vous-même et vos expériences. Si vous permettez qu'il soit rempli de doutes et d'autocritique, vous renforcez un cycle de négativité qui peut être aussi nocif que l'influence extérieure elle-même. Changer de point de vue, ce n'est pas seulement jouer avec la sémantique, cela reprend votre pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force se trouve dans nos réactions, dans la façon dont nous interprétons et réagissons à ce qui se passe autour de nous. Reconnaître qu'il existe en vous une réserve de force et de sagesse prête à affronter n'importe quel défi est la première étape pour contrôler votre dialogue interne. Imaginez que votre esprit est un jardin. Les mots et les pensées positives sont des graines de fleurs et de plantes saines, tandis que les pensées négatives sont des mauvaises herbes qui peuvent étouffer tout ce qui est bon. En observant et en modifiant votre dialogue interne, vous désherbez et entretenez votre jardin mental, permettant ainsi à la résilience et à la confiance en soi de s'épanouir. Lorsque vous vous trouvez au milieu de la négativité, arrêtez-vous et réfléchissez aux mots que vous vous dites. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?» ou « Comment puis-je grandir à partir de cela ?» Ces questions transforment l'accent mis sur la victimisation vers l'autonomisation, vous donnant le contrôle de vos réactions et de vos émotions. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais que nous pouvons contrôler nos réponses internes. En cultivant un discours intérieur positif et constructif, vous renforcez votre esprit contre la négativité extérieure et vous préparez mieux à affronter toute adversité. Ce processus demande de la pratique et de la conscience de soi. Mais au fil du temps, vous développerez un état d'esprit qui non seulement résistera à la négativité, mais qui s'en inspirera également pour devenir plus fort. 9. Approche orientée solution. Adopter un état d'esprit axé sur les solutions, profondément enraciné dans les principes du stoïcisme, nous permet de transformer les interactions toxiques en opportunités de croissance personnelle et émotionnelle. Cette approche est comme jouer aux échecs, où vous devez anticiper plusieurs étapes et anticiper les réactions sans vous impliquer émotionnellement. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui n'est pas sous notre contrôle. Au lieu de céder à la frustration et au stress liés aux interactions toxiques, nous pouvons entraîner notre esprit à rechercher des solutions pratiques et efficaces. Cela implique un changement de perspective,
passant d'une mentalité réactive à une mentalité proactive. Lorsque vous faites face à un problème, au lieu de vous concentrer sur le négatif ou sur ce qui ne va pas, vous vous demandez « Que puis-je faire pour améliorer cette situation ?» Imaginez avoir affaire à un collègue qui sape constamment vos efforts. Au lieu de réagir avec colère ou ressentiment, adoptez un état d'esprit axé sur les solutions. Analysez la situation d'un point de vue objectif. Qu'est-ce qui motive leur comportement? Comment pouvez-vous gérer la situation de manière à minimiser les conflits et à maximiser la coopération? Peut-être pourriez-vous aborder le problème directement par une conversation honnête, fixer des limites claires ou trouver des moyens de collaborer plus efficacement. Cette approche améliore non seulement votre capacité à résoudre des problèmes, mais renforce également votre résilience émotionnelle. En anticipant les réactions possibles et en planifiant vos réponses, vous gardez le contrôle de la situation et évitez de tomber dans le jeu de la négativité. Chaque défi devient une opportunité d'apprendre, de grandir et de développer des compétences qui vous serviront tout au long de votre vie. 10. Évitez les discussions inutiles. Faire face à des personnes toxiques, c'est comme naviguer dans un labyrinthe dans le noir. Chaque tournant peut conduire à une impasse et chaque interaction peut donner l'impression de se heurter à un mur. La clé pour gérer ces situations n'est pas d'attaquer tous les murs que vous rencontrez, mais de décider quels chemins valent la peine d'être empruntés. Reconnaître quand il vaut mieux ne pas réagir peut vous éviter bien des maux de tête. Toutes les batailles n'en valent pas la peine, et parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de garder le silence. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et de maîtrise de soi. Le silence peut être plus fort que n'importe quel mot, car il montre que vous ne laissez pas la négativité vous contrôler. Imaginez une situation où une personne toxique essaie de vous provoquer avec des commentaires blessants. Au lieu de vous lancer dans une dispute qui ne mènera nulle part, vous choisissez de ne pas réagir. Cet acte de ne pas répondre préserve non seulement votre paix intérieure, mais désarme également l'autre personne. Un manque de réaction peut désamorcer un conflit et envoyer un message clair. Vous ne laisserez pas la négativité vous affecter. 11. Détection de fausse convivialité. Toutes les étincelles ne doivent pas nécessairement se transformer en feu, surtout lorsqu'il s'agit de personnes toxiques. La fausse convivialité peut être votre extincteur, un outil pour reconnaître quand quelqu'un fait semblant d'être à vos côtés, tout en empilant silencieusement du bois pour alimenter les flammes. Apprendre à détecter cette fausse chaleur est crucial pour se protéger contre les relations toxiques. Le langage corporel ne ment pas. Un sourire qui n'atteint pas les yeux, un ton de voix qui manque de sincérité ou des gestes qui ne correspondent pas aux mots sont des signes que quelque chose ne va pas. L'observation de ces modèles est essentielle pour maintenir des relations saines. Reconnaître le manque de sincérité dans les interactions vous permet de prendre des décisions éclairées sur qui laisser entrer dans votre vie et qui garder à distance. Par exemple, un collègue qui a toujours des mots gentils mais qui ne soutient jamais vos idées ou vos contributions peut faire preuve d'une fausse chaleur. Cette personne peut sembler amicale en surface, mais ses actions révèlent un manque de véritable soutien. Repérer ces comportements vous permet d'ajuster vos attentes et d'éviter de devenir émotionnellement dépendant de quelqu'un qui n'a pas votre meilleur intérêt à l'esprit. Explorer le stoïcisme offre non seulement la possibilité de traiter avec des personnes toxiques, mais aussi de mener une vie plus épanouissante. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir cette philosophie extraordinaire. Consultez le lien dans le premier commentaire et assurez votre place parmi vos collègues stoïciens. Merci et à bientôt. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. À la fin de cette vidéo, vous vous serez lancé dans un voyage visant à renforcer votre amour propre, un chemin qui peut transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée.
L'amour-propre est le pilier fondamental d'une vie pleine et heureuse, un trésor que nous aspirons tous à atteindre en nous-mêmes. Cependant, parfois le chemin peut devenir compliqué et nous pouvons perdre de vue l'objectif que nous poursuivons. Pour ne pas vous laisser distraire, j'ai partagé avec vous les 10 meilleures astuces stoïciennes, trésors de sagesse qui vous guideront dans ce voyage d'authenticité et d'amour. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance, car l'amour de soi est un don que vous méritez de cultiver dans tous les recoins de votre être. Conseil numéro 1, pratiquez l'acceptation de soi. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Personne n'est parfait, et c'est bien d'être humain. Sur la vaste toile de l'existence, nous dansons comme des étoiles filantes, chacun de nous étant un chef-d'œuvre unique, tissé de fils de vertus et de défauts. Dans cet immense cosmos de possibilités, l'acceptation de soi constitue un phare d'amour-propre, une boussole qui nous guide vers la tranquillité intérieure. Apprendre à s'accepter tel que nous sommes est un exploit de courage et de sagesse dans un monde obsédé par la perfection où les miroirs peuvent être de cruels juges. L'acceptation de soi est un acte révolutionnaire. C'est la reconnaissance que nos imperfections sont les empreintes digitales de notre humanité, l'essence même qui nous relie au vaste mystère de la vie. Dans chaque vertu, nous trouvons des éclairs de lumière qui éclairent notre chemin, enrichissant nos expériences et celles de ceux qui nous entourent. Mais dans chaque défaut se cache aussi un don, une opportunité de croissance et de transformation. Nos erreurs sont les ponts vers un moi plus fort et plus conscient. Ce sont les fissures de notre être à travers lesquelles la lumière de l'authenticité filtre et révèle la beauté qui réside dans ce qui est authentique et authentique. Personne, dans aucun coin de ce vaste univers, n'est parfait. La perfection, comme l'horizon, est une illusion qui s'éloigne à mesure que l'on avance. Mais qui a besoin de perfection quand ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité? La beauté de la vie réside dans la diversité de nos histoires, dans les hauts et les bas qui tissent la trame de notre existence. C'est dans les moments de chute et de résilience que nous trouvons la véritable force de notre être. Alors, relevez la tête avec fierté et embrassez votre être avec un amour inconditionnel. Pratiquez l'acceptation de soi et découvrez que l'imperfection est la toile sur laquelle est peinte la beauté de votre vie. Dans chaque vertu et dans chaque défaut, vous êtes un poème inachevé, un chef-d'œuvre en constante évolution. Célébrez le merveilleux paradoxe d'être humain et laissez-vous briller par la lumière unique qui émane de votre être. Conseil numéro 2. Encouragez les soins personnels. Prenez le temps de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de vos émotions. Mangez sainement, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement. Dans l'immense jardin de la vie, où fleurissent les rêves et les espoirs, monte l'importance du soin personnel, une symphonie d'amour dirigée vers le temple de notre être. Dans ce monde vertigineux, où le temps file comme l'eau entre nos doigts, il faut apprendre à prendre soin de soi comme si nous étions un jardin secret en pleine floraison. Consacrer du temps à nourrir notre corps, notre esprit et nos émotions est une danse à la sagesse ancestrale, une cérémonie d'amour-propre qui se déploie dans chaque acte. Notre alimentation est le nectar qui nourrit l'essence de notre existence. Et choisir la santé est un hommage à la vie que nous menons à l'intérieur. Chaque bouchée consciente est un message d'amour envers notre être, une promesse de bien-être et de vitalité. Le sommeil, ce doux refuge de l'esprit, est un portail vers la découverte de soi et le renouveau. Dans le silence de la nuit, les rêves s'entrelacent avec notre âme, tissés de désirs et de réflexions. Dormir suffisamment est le cadeau qui nous permet d'explorer ces mondes intérieurs, de recharger nos énergies pour affronter la nouvelle aube avec le sourire au cœur. L'exercice, la danse de notre corps, nous relie à la force et à la résistance qui résident en notre être. Chaque pas, chaque mouvement est un poème en mouvement qui célèbre l'émerveillement d'être en vie.
À force de sueur et d'efforts, nous forgeons notre tempe, libérant les tensions et permettant à l'énergie de circuler dans une étreinte pleine de vitalité. Dans ce voyage extraordinaire qu'est la vie, prenez un moment pour écouter le murmure de votre corps, pour ressentir les battements de votre esprit et l'écho de vos émotions. Prendre soin de soi est un hommage à vous-même, un acte sacré qui vous donne du pouvoir, vous inspire et vous rappelle que vous méritez de l'amour et des soins. Dans chaque choix de soins, vous semez des graines de bien-être qui fleuriront dans un jardin d'authenticité et de plénitude. Conseil numéro 3, fixez des limites saines. Dans le théâtre de la vie, où chacun de nous joue un rôle fondamental, il est nécessaire d'établir des limites saines, comme les murs qui protègent une ville sacrée. Dans ce scénario d'interaction et de relation, l'art de dire non devient une touche d'authenticité, une affirmation de notre valeur et de notre dignité. Apprendre à tracer des lignes dans le sable, à dire non lorsque cela est nécessaire, c'est comme accorder le violon de notre bien-être émotionnel. C'est un acte d'amour envers nous-mêmes, un engagement envers notre paix intérieure et notre équilibre. Les limites sont comme des gardiens de notre essence, des observateurs qui nous protègent des tempêtes émotionnelles et nous maintiennent ancrés au plus profond de nous-mêmes. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt un hymne d'authenticité qui résonne au plus profond de notre âme. C'est un rappel que notre énergie est précieuse et limitée, et que nous devons la gérer judicieusement. Chaque non prononcé avec grâce et respect est un pas vers une vie plus alignée sur nos valeurs et nos désirs les plus profonds. Les limites sont les piliers de l'estime de soi, le fondement sur lequel nous bâtissons des relations saines et respectueuses. Ils sont comme le vent qui façonne les voiles de notre navire dans la vaste mer de la vie, nous permettant de naviguer avec un cap fixe vers nos objectifs et nos rêves. Sans limite, nos émotions peuvent devenir un vent incontrôlable, nous éloignant de notre centre. N'oubliez pas que vous êtes le réalisateur de votre propre histoire, l'artiste principal du récit de votre existence. Fixer des limites saines est une symphonie d'amour propre, une danse d'authenticité qui vous responsabilise et vous guide vers la plénitude. Dans chaque non prononcé avec sagesse, vous écrivez le scénario de votre vie, une histoire de respect de soi et d'affirmation de soi qui brille comme une étoile au firmament de votre être. Avant de passer au point numéro 4, faisons une activité. Descendez dans la section commentaires et écrivez quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant ou reconnaissant dans la vie. Partageons un peu de notre bonheur avec nos confrères de cette belle communauté. De plus, notre commentaire peut les aider à ouvrir les yeux sur quelque chose qu'ils n'apprécient peut-être pas pour le moment. Je commence. Je remercie la vie pour l'excellente sœur que mes parents m'ont donnée, qui ne m'a jamais laissé tranquille et a toujours été une lumière sur mon chemin. Maintenant, continuons. Conseil numéro 4. Entourez-vous de personnes positives. Sur la vaste scène de la vie, s'entourer de personnes de lumière, c'est comme tisser une couverture d'étoiles brillantes qui éclairent votre chemin. Les amitiés, comme les constellations dans le ciel, influencent le récit de votre existence. Recherchez ces étoiles bienveillantes qui vous embrassent avec un soutien inconditionnel, qui murmurent des mots d'encouragement à l'oreille de votre âme, qui reconnaissent le trésor que vous êtes. Chaque être humain est un univers complet, plein de possibilités et de beauté. Et lorsque l'on permet à des personnes qui vibrent dans la même harmonie de se réunir, les symphonies de la vie s'entrelacent en harmonie. Ceux qui vous entourent devraient être comme des miroirs qui reflètent votre valeur, vos talents et votre capacité à être aimé. Mais n'oubliez pas que toutes les étoiles ne brillent pas de la même lumière. Parfois, l'univers vous met au défi de vous éloigner de ceux qui, comme des ombres, projettent de la négativité sur votre chemin. Vous ne devez pas avoir peur de vous séparer de ceux qui, au lieu d'ajouter « soustraient », qui, au lieu de vous élever, vous enfoncent dans un océan de doute et de mépris de soi. Les amitiés toxiques sont comme des trous noirs qui peuvent absorber votre vitalité
et votre confiance. Alors, dans cette danse cosmique des relations humaines, choisissez judicieusement. Soyez une comète en orbite autour de soleils brillants et n'ayez pas peur de distancer les météorites qui menacent votre stabilité. La beauté de votre existence dépend des étoiles que vous choisissez pour éclairer votre voyage et de la manière dont vous leur permettez d'influencer la luminosité de votre propre lumière. Conseil numéro 5, pratiquez la gratitude. Dans le vaste canevas de l'existence où les jours sont des coups de pinceau d'ombre et de lumière, la pratique de la gratitude s'élève comme un phare de luminosité qui éclaire notre chemin. Dans cette danse éternelle entre joie et défi, apprendre à être reconnaissant pour les bénédictions qui peuplent notre chemin devient une célébration de la beauté qui réside au plus profond de notre être. La gratitude, tel un parfum délicat, se répand dans l'air et nous entoure de son doux parfum. Être reconnaissant pour les bonnes choses de notre vie, c'est comme prendre une gorgée de nectar de joie. Chaque expression de gratitude est un lien avec le divin, un hommage à la générosité de l'univers qui nous offre des instants de lumière et d'amour. En nous concentrant sur le positif, nous traçons un chemin de clarté plutôt que d'ombre, d'espoir plutôt que de désespoir. La vie, comme un miroir, reflète nos croyances et nos émotions. Et en nous concentrant sur le positif, nous peignons une toile rayonnante qui se répercute dans tous les recoins de notre être. La gratitude est l'art de reconnaître l'abondance, même en période de pénurie. C'est comme le soleil rayonnant de chaleur lors des jours les plus froids, nous rappelant que la lumière est toujours présente, même derrière les nuages les plus denses. Chaque soupir de gratitude est une mélodie qui élève notre âme, une offrande d'amour au cosmos qui nous entoure. Au cours de ce voyage magique appelé la vie, laissez la gratitude être votre guide, votre chanson, votre mantra. Soyez reconnaissant pour les petites et grandes bénédictions qui ornent votre chemin et découvrez comment la vie dans sa splendeur vous donne encore plus de raisons de sourire. La gratitude est l'écho de l'amour en action, une danse d'appréciation qui nous relie à la beauté qui réside dans chaque instant fugace de notre existence. Dans chaque acte de gratitude, vous écrivez un poème d'amour qui se déploie comme un pétale de rose dans le jardin de votre âme. Conseil numéro 6. Faites des affirmations positives. Dans l'immense fleuve de pensée qui traverse l'esprit, la puissance des affirmations positives monte comme une mélodie qui caresse l'âme et nous élève au sommet de l'estime de soi. Dans ce voyage complexe de découverte de soi, apprendre à nourrir le jardin de notre être avec des mots d'amour et d'affirmation de soi devient l'essence même de la transformation. Chaque affirmation positive est comme une graine plantée dans le substrat fertile de notre psychisme, une promesse de croissance et d'épanouissement. Lorsque nous répétons avec conviction « Je suis précieux », nous arrosons les graines de la reconnaissance de soi, permettant à ces racines de s'enfoncer plus profondément dans le sol de notre estime de soi. Chaque fois que nous disons « Je suis capable », nous alimentons la flamme de la confiance en nous, nous rappelant que nous avons le pouvoir de surmonter les défis et d'atteindre nos objectifs. Et lorsque nous proclamons « Je mérite l'amour et le bonheur », nous ouvrons les portes de l'abondance émotionnelle, nous rappelant que l'univers nous donne d'innombrables raisons de sourire. Les affirmations positives sont comme un phare de lumière au milieu de la tempête, une boussole qui nous ramène à la vérité de notre être. Dans un monde où les voix critiques résonnent souvent en nous, ces affirmations sont un baume de compassion qui apaise le dialogue intérieur et nous reconnecte à notre essence la plus pure. Chaque mot affirmatif est comme un chant d'amour-propre, une caresse qui guérit les vieilles blessures et nourrit l'amour que nous ressentons pour nous-mêmes. Ils sont comme des rayons de soleil, perçant les nuages gris du doute et de l'insécurité, dissipant les ombres et révélant l'éclat de notre vraie nature. Au cours de ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle,
Permettez aux affirmations positives d'être vos compagnons de voyage, vos alliés sur le chemin d'une estime de soi renforcée et d'une plus grande authenticité. Chaque déclaration que vous prononcez est un vote de confiance en vous-même, une invitation à reconnaître votre valeur et à embrasser la grandeur qui réside en votre être. Dans chaque mot d'amour-propre, vous écrivez un chapitre de votre histoire qui brille de la lumière de la vérité et de la résilience. Conseil numéro 7. Apprenez à vous pardonner. Dans le vaste océan de l'expérience humaine, où les vagues du temps emportent souvenirs et décisions, la précieuse leçon du pardon de soi se dresse comme un phare qui guide l'âme dans son voyage. Dans ce voyage plein de succès et d'échecs, apprendre à faire preuve d'autocompassion devient un acte d'auto-libération. L'art du pardon à soi-même est comme un pont qui nous relie à l'île de l'acceptation. Nous faisons tous des erreurs. Parfois, nous trébuchons sur le chemin de la vie et au lieu de porter le poids de la culpabilité, nous devons apprendre à tisser la sagesse à partir de ses fils. Chaque erreur est une leçon déguisée, une opportunité de croissance camouflée dans l'ombre de l'erreur. Au lieu de nous marteler de jugement, nous devons trouver la force de nous pardonner et d'avancer. Se culpabiliser, c'est comme s'ancrer dans le passé, s'empêtrer dans des chaînes qui nous empêchent de voler vers un avenir meilleur. Au lieu de cela, le pardon de soi est un acte de libération, comme lâcher les amarres qui nous permettent de naviguer dans des eaux inexplorées. C'est un acte d'amour envers soi-même, un vote de confiance en notre capacité à transformer nos blessures en cicatrices de force. Lorsque nous apprenons à nous pardonner, nous ouvrons la porte à la résilience et à la découverte de soi. Nous sommes des êtres en constante évolution, et dans chaque pardon, dans chaque apprentissage, nous découvrons une nouvelle couche de notre authenticité. Nous devenons des alchimistes de notre propre histoire, transformant nos erreurs en opportunités de croissance et de compréhension. Laissez le pardon de soi être une boussole qui vous guide vers l'acceptation et la sagesse. Apprenez à vous pardonner et découvrez que dans chaque erreur se cache un potentiel, une opportunité de s'améliorer. Dans chaque acte d'autocompassion, vous écrivez un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Un chapitre qui brille de la lumière du pardon et de la résilience, révélant la beauté qui fleurit dans tous les recoins de votre être. Conseil numéro 8. Demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. Dans le vaste paysage de notre âme, où se dressent souvent des montagnes de défis, il est essentiel de se rappeler que demander l'aide d'un professionnel est un phare de courage et de sagesse sur le chemin du rétablissement de notre estime de soi. Dans ce voyage complexe de découverte de soi et de guérison, ouvrir la porte à l'assistance d'un thérapeute ou d'un conseiller, c'est comme déployer une carte au carrefour de la vie, un guide pour naviguer dans les eaux troubles et trouver le calme. Lorsque notre estime de soi est profondément blessée, le soutien d'un professionnel est comme un refuge sûr au milieu d'une tempête émotionnelle. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage, qu'il existe des mains bienveillantes prêtes à nous soutenir pendant que nous reconstruisons la force de notre être. Grâce à la thérapie, nous explorons les rivières souterraines de nos émotions, dénouant les blessures qui entravent notre amour-propre. Il est important de comprendre que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de courage. C'est un acte d'amour-propre profond, une décision qui nous permet de rechercher la guérison que nous méritons. Dans une relation avec un thérapeute ou un conseiller, nous trouvons un miroir qui reflète notre authenticité, un espace sûr où nous pouvons explorer nos blessures sans jugement ni préjugés. La thérapie est comme un phare dans l'obscurité, éclairant notre chemin intérieur vers l'acceptation et une estime renouvelée. Grâce au conseil d'un professionnel, nous découvrons des outils et des stratégies pour renforcer notre amour-propre et guérir les cicatrices émotionnelles. Nous nous embarquons dans un voyage de découverte de soi, reconnaissant nos forces et transformant nos faiblesses en opportunités de croissance. Dans ce voyage de découverte de soi et de guérison, n'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller.
si vous sentez que votre estime de soi est sérieusement blessée. C'est un acte d'autocompassion qui vous rapproche de la plénitude, de la reconnexion avec votre vrai moi. Dans chaque séance de thérapie, vous écrivez un chapitre de découverte de soi et de renaissance, une histoire de courage et de résilience qui se déroule comme une toile vierge, prête à recevoir les coups de pinceau de l'amour de soi et de la guérison. Conseil numéro 9. Fixez-vous des objectifs réalistes. Définir des objectifs réalisables et travailler pour les atteindre. Atteindre vos objectifs peut augmenter votre confiance en vous. Dans le vaste horizon de la vie, où nos rêves s'élèvent comme des étoiles dans la nuit, l'importance de se fixer des objectifs réalistes constitue un phare qui éclaire notre chemin. Dans cette danse de possibilités et de défis, fixer des objectifs qui sont comme des marches sur l'échelle de notre croissance devient un acte d'autodétermination et d'autonomisation. L'art de définir des objectifs réalistes revient à planter les graines de nos désirs dans le sol fertile des possibilités. Ces objectifs, tels des phares scintillants au loin, nous guident vers un avenir que nous imaginons et construisons avec passion et détermination. Chaque objectif que nous choisissons est un engagement envers nous-mêmes, un serment qui nous pousse à avancer, à grandir, à surmonter les obstacles. Lorsque nos objectifs sont réalisables, nous créons un pont de confiance en soi qui nous permet de traverser les rivières du doute et de l'incertitude. En atteignant ces objectifs, nous accumulons des expériences de réussite, renforçant ainsi notre confiance en nos propres capacités et notre potentiel. Chaque réalisation est une note dans la symphonie de notre estime de soi, une mélodie qui nous rappelle que nous sommes capables de transformer les rêves en réalité, que le choix d'objectifs réalistes soit comme une carte qui nous mène vers l'épanouissement et la croissance. Définissez des objectifs qui vous inspirent, qui vous mettent au défi, mais qui sont également réalisables. Chaque pas vers la réalisation de ces objectifs témoigne de votre force et de votre persévérance, un rappel que vous êtes l'architecte de votre propre destin. Avec chaque réalisation, vous écrivez un chapitre de votre histoire qui brille de la lumière de la détermination et de la confiance en soi, révélant la beauté qui fleurit dans tous les recoins de votre être. Conseil numéro 10. Cultivez l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compassion que vous traiteriez avec un ami. Ne soyez pas trop critique envers vous-même et donnez-vous la permission d'être humain. Dans le vaste jardin de l'expérience humaine, où fleurissent les rencontres et les défis, l'essence de l'autocompassion monte comme une rivière d'amour-propre qui coule avec grâce et douceur. Au cours de ce voyage de découverte de soi et d'authenticité, apprendre à adopter l'autocompassion devient une danse sacrée avec l'essence même de notre être. Cultiver l'autocompassion, c'est comme tisser une couverture de tendresse sur le métier à tisser de notre cœur. C'est l'art de se traiter avec la même gentillesse avec laquelle on tendrait la main à un être cher. Au lieu d'être des critiques acharnées, nous devrions accepter notre humanité, nos faiblesses et nos forces, et nous permettre d'être vulnérables sans jugement. L'autocompassion est un baume qui apaise les blessures invisibles, une étreinte chaleureuse qui nous enveloppe dans les moments difficiles. Lorsque nous nous accordons la compassion que nous méritons, nous construisons un pont vers l'acceptation de soi et l'amour de soi. C'est comme ouvrir les portes d'un sanctuaire intérieur où nous pouvons nous réfugier en période de tempête émotionnelle. Chaque acte d'autocompassion est un acte d'amour envers notre propre âme, un engagement à prendre soin de soi et à avoir confiance en soi. L'autocompassion est un phare de lumière dans les moments d'obscurité, un guide qui nous ramène à la vérité de notre être. C'est un rappel que nous méritons l'amour et la gentillesse et qu'il est entre nos mains de nous offrir cet amour. Dans l'autocompassion, nous trouvons la force de guérir les blessures internes et de nous libérer des chaînes de l'auto-exigence. Permettez à l'autocompassion d'être votre compagnon constant, votre allié sur le chemin d'une relation plus aimante avec vous-même.
Offrez-vous avec douceur et compassion et découvrez que dans chaque acte d'amour-propre, vous écrivez un poème d'acceptation et de croissance. Dans chaque étreinte d'autocompassion, vous révélez la beauté qui réside dans l'authenticité et la vulnérabilité, créant ainsi un sanctuaire d'amour au centre de votre propre être. Rappelons-nous que renforcer notre amour-propre est un chemin de courage et de croissance.